Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Sonia Isbiaï. Vous êtes substitut du procureur général, c'est-à-dire que vous êtes rattachée à la cour d'appel. Bonjour Sonia, merci de me recevoir. Bonjour Nadia. Alors, avant de détailler ce job en particulier, je crois que vous avez occupé d'autres fonctions au sein de la justice. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous ? Oui, tout à fait. J'ai été substitut au parquet de Bruxelles pendant quelques années. J'y ai passé 12 ans en tout avec différentes casquettes, juriste, stagiaire judiciaire, puis magistrat. Ensuite, j'ai fait un passage au siège durant 7 ans au tribunal de police et maintenant je suis au parquet général de Bruxelles, section famille. Alors, le siège, pour que le grand public comprenne, Oui. donc vous avez été juge au Oui. tribunal de police. Ça veut Oui. dire que c'est le juge qu'on craint quand on roule en ayant bu ou quand on fait un excès de vitesse. Oui, tout à fait. En fait, la magistrature comporte 2 types de magistrats. Il y a d'une part les magistrats du siège, qui sont les magistrats qui écoutent plaider et qui rendent des jugements ou des arrêts selon la juridiction dans laquelle ils travaillent. Et il y a d'autre part les magistrats du ministère public qui ont un statut hybride, puisque d'une part ils sont officiers de police judiciaire et travaillent avec la police, et d'autre part ils sont magistrats. Donc ils vont à l'audience pour représenter la société et éclairer les juridictions sur certains éléments, au pénal comme au civil. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller écouter. Je pense que c'est le 3e épisode de cette saison 3. J'ai longuement interviewé à ce sujet Jean-Marc Meyer, qui est l'ancien procureur du roi, où il détaille vraiment toutes les missions du parquet. Donc, vous êtes donc substitut du procureur général, donc, c'est-à-dire qu'on est au niveau du dessus, donc vous êtes rattaché à la cour d'appel. Et votre particularité, c'est que vous êtes en section famille. Alors, qu'est-ce que vous faites en section famille ? Alors, en section famille, les conseillers de la cour d'appel doivent trancher des conflits et trouver des solutions à des situations qui concernent l'intimité des gens. Un cas classique, les gens divorcent, ils ont des enfants, il faut que les enfants gardent si possible des contacts avec les 2 parents. Et parfois, quand les séparations se passent mal, il peut être intéressant que la cour dispose d'informations que les parties ne vont peut-être pas amener spontanément. Si un des enfants délinque, si un des parents a un casier judiciaire ou un problème de toxicomanie ou a eu une décompensation, une tentative de suicide, si des frères et sœurs ont déjà été placés sans être des enfants communs du couple, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes comme éléments de décision, mais que les parties ne vont pas spécialement amener spontanément. Donc ça, je dirais que c'est une des premières missions du ministère public, c'est de faire le relais entre des informations qui existent au niveau pénal et que les parties ne vont peut-être pas soulever au niveau des débats. Une des autres missions du ministère public, et là on a géré la liberté de parole à l'audience que n'a pas un juge, puisqu'un juge doit rester impartial jusqu'au moment où il rend son arrêt, dans lequel il peut prendre position. Parfois, si une demande au civil est formulée, mais qu'elle semble tout à fait déraisonnable, vu la situation de la famille, je peux, d'entrée de jeu, dès l'audience d'introduction, dire « Attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas ce qui est prévu par la loi, ce n'est pas la jurisprudence habituelle. Il me semblerait intéressant d'envisager plutôt telle piste ou telle piste, quitte à être un peu créatif par rapport aux demandes des parties. » Ça, un juge ne peut pas le faire. Donc, quand on est au civil, il y a un principe qu'on appelle le principe dispositif, qui fait que le juge est tenu par ce qui lui est amené, tandis que moi, je peux être un peu plus créative. Alors, vous disiez à un instant que vous étiez là pour éclairer le juge finalement sur des choses, sur des éléments que les parties n'ont peut-être pas amenés volontairement ou pas. Alors, comment est-ce que ça se matérialise ? Comment est-ce que vous retrouvez à une audience ? Comment ça se passe ? Alors, les audiences sont organisées à la cour, comme dans toutes les juridictions, en fonction de la présence du ministère public. Donc on doit être présent dans certaines affaires qui doivent nous être communiquées. Quand il y a des intérêts d'enfants en jeu, si les gens déposent une requête au greffe, on est automatiquement avisé. Et donc je reçois la requête, je vérifie la situation judiciaire des parties. Est-ce qu'il y a un casier judiciaire ? Est-ce qu'il y a déjà
eu des problèmes au niveau protectionnel. Souvent, ce n'est pas le cas, donc il est très fréquent que le ministère public n'ait rien à dire. Et je vais à l'audience en découvrant, en amenant, par exemple, soit un casier judiciaire, ou alors en ayant pris contact avec mon collègue du parquet jeunesse, si les enfants ont des difficultés particulières qui font que la police a dû intervenir, ou la justice au niveau protectionnel. Alors, pour que les gens comprennent vraiment bien, donc quand l'avocat d'une des parties, par exemple, dépose une requête en divorce et qu'il y a des enfants et qu'un des avocats estime qu'il y a peut-être des difficultés, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair, que par exemple monsieur est un consommateur habituel de stupéfiants et que peut-être si on lui confie les enfants une semaine sur 2, ils vont être en danger. Donc c'est dans sa requête que l'avocat de madame va dire warning, ici on a une situation problématique, il faut avertir le ministère public. Alors, quand il y a une question d'hébergement, toutes les requêtes sont envoyées au ministère public. D'accord. Et donc, si je vois dans la requête qu'il y a un élément d'inquiétude, je vais évidemment aller le vérifier. Alors, il y a une différence. Tout ce que les gens vivent dans leur vie privée n'est pas forcément connu des autorités. Donc, parfois, si je reprends votre exemple, donc si un parent dit j'ai des craintes parce que l'autre est consommateur de stupéfiants. Être consommateur de stupéfiants, c'est peut-être un joint, une dose de cannabis qu'on a pris le samedi soir 3 fois par an et il n'y a aucune trace. Ça peut aussi être un trafic de stupéfiants ou quelqu'un qui a déjà causé des accidents de la circulation en étant sous influence. Donc là, évidemment, selon ce qui a déjà été porté à la connaissance de la police, je vais pouvoir amener plus ou moins d'éléments. Alors si on vient me dire qu'un parent consomme de la drogue, on ne va pas spécialement faire des investigations, mais par contre, je pourrais dire à l'audience, vous entendez l'inquiétude du papa ou de la maman, seriez-vous d'accord d'amener les résultats d'une prise de sang ? Ça, c'est quelque chose que le ministère public va pouvoir suggérer. C'est aussi quelque chose que le juge pourrait demander via un jugement. Donc ça, ce sont des pistes. Parfois, les inquiétudes sont beaucoup plus concrètes. On a une séparation, c'est difficile économiquement pour tout le monde. Et un des parents, en général, tout de suite après la séparation, les parents ne se parlent plus trop ou les tensions sont vives. Et on dit, voilà, il n'a pas beaucoup d'argent et je ne sais pas ce qu'il a été loué comme logement. J'ai peur que les enfants soient entassés dans le salon, n'aient pas leur chambre, ou bien il y a peut-être des grands chiens qui font peur ou un souci d'allergie ou d'hygiène. Dans certains cas, je propose qu'on aille faire une enquête pour vérifier les conditions de logement de la personne. Parfois, je suggère aussi, quand je vois que la situation est vraiment... ne me semble pas inquiétante au niveau pénal ou sociologique, mais que les parents ont besoin d'être rassurés, j'ai déjà suggéré que les visites se fassent en commun avec les avocats. Par exemple, ou d'organiser une visite en prenant rendez-vous. Bon, alors je vous rassure, je n'y participe pas, mais il y a des choses qui peuvent se faire, surtout au niveau civil, pour simplement rétablir le dialogue entre les parents et rassurer. En fait, je crois que chaque parent a besoin d'être rassuré quant au fait que ses enfants seront bien chez l'autre. Et parfois, c'est une enquête de police qui peut aider. Alors, l'enquête de police, donc vous demandez à la police de se rendre chez chacun des parents. Oui, ça peut arriver. Ou parfois, alors imaginons qu'un des parents quitte le domicile conjugal et se prenne un appartement, il n'y a pas beaucoup de sens d'aller vérifier le domicile conjugal qui est bien connu des deux. Par contre, ce sera l'appartement ou le logement de celui... qui s'en va, mais ce sont des choses qui sont possibles. Alors, ce ne sont pas les missions prioritaires de la police, donc on essaie de ne pas le faire systématiquement, mais ça fait partie des choses qui sont envisageables. Je dirais qu'en tant que professionnel dans le secteur famille-jeunesse, on connaît aussi quels sont tous les interlocuteurs, et donc on peut activer différents outils ou différents intervenants qui peuvent aider les gens et suggérer par exemple d'aller tout simplement consulter un PMS ou d'aller dans un service de santé mentale, dans un planning familial, d'entamer une guidance, d'entamer une thérapie. Tout ça sont des choses qui peuvent aider les gens dans les situations de séparation avec enfants. Alors, quand vous dites, je peux suggérer que les gens aillent... vers une guidance, par exemple, ou un centre de santé mentale, etc. Qu'est-ce qui sous-tend cette suggestion ? C'est que les enfants, en fait, il faut au maximum qu'ils soient
étranger Oui. aux bagarres entre les parents. Oui, Et ça, oui. souvent, c'est quelque chose que les parents, ils sont tellement aveuglés par la difficulté émotionnelle et Oui. parfois par la haine de l'autre, Oui. qu'ils oublient ce Oui. principe qui, pour vous, est fondamental et Oui, eux oui. l'oublient. Comment est-ce que vous gérez ça en audience, par exemple ? Alors quelque chose que je répète souvent, c'est que la séparation bouleverse au moment où elle intervient, mais en soi, le fait d'avoir des parents séparés n'est pas un problème. En tout cas, en Belgique, en 2022, vous allez dans n'importe quelle classe d'école primaire ou secondaire et il y a quasiment la majorité des enfants qui sont dans des familles monoparentales, séparées, recomposées. C'est quelque chose qui est devenu la norme et je crois que pas mal d'enfants vivent très bien avec ça. Par contre, ce qui est toujours une plaie ouverte, c'est d'avoir des parents qui se disputent. Et des parents qui sont en conflit. Pourquoi ? Parce que les enfants sentent très bien que, en fait, les parents, le couple s'est séparé. Donc le mari et femme, c'est une entité qui n'existe plus. Mais ces gens qui ne s'aiment plus sont obligés de rester en contact parce qu'il y a des enfants. J'allais vous dire à cause des enfants, parce que c'est presque un poids ou un fardeau à porter, de se dire que ces gens qui ne s'aiment plus sont obligés d'encore continuer à garder des contacts à cause des enfants. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très lourd à porter, parce que notamment dans le cadre d'une séparation, un des parents peut se sentir vraiment trompé, blessé, déçu. Et il y a beaucoup d'affects et de sentiments qui sont mobilisés par une séparation. Mais il faut construire, je dis toujours, après le couple conjugal, il faut construire un duo parental. Et ça, des couples qui ne s'aimaient plus ou qui ne se supportaient plus, mais quelle bonne idée de se séparer. Mais par contre, les enfants, ils sont là à vie. Et il faut trouver les ressources, l'énergie, la foi, appelez ça comme vous voulez, pour continuer à fonctionner en tant que parent quand on ne fonctionne plus en tant que mari et femme, amant, complice, compagnon. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que les enfants doivent rester étrangers, ou en tout cas protégés autant que possible du conflit. Parce que sinon, eux vont tomber dans un conflit qui sera de loyauté, voire dans un conflit de sécurité, avec énormément de conséquences négatives au niveau de leur développement personnel, de leur santé mentale, de leur capacité à sociabiliser. Et donc voilà, il faut vraiment essayer que les problèmes d'adultes restent des problèmes d'adultes. Et je suis bien consciente que c'est un défi énorme, parce que dans nos salles d'audience, on a parfois l'impression de ne voir qu'un justiciable. Mais derrière le justiciable, il va de soi qu'il y a un collègue, une sœur, une belle-fille. Voilà, les gens ont plein de casquettes et plein de soucis à gérer dans le cadre d'une séparation. Et donner la priorité à l'enfant, je crois que c'est quelque chose qui peut être compliqué dans les moments difficiles. Et voilà, je crois qu'il faut que tous les professionnels impliqués là-dedans se mobilisent, tant au barreau qu'au niveau de la magistrature. On ne gagne rien à faire des procédures et des combats. Il faut chercher des solutions, qui qu'on soit. Parents divorcés, avocats, substituts, juges. Il faut essayer de construire et de regarder vers l'avenir, parce que les enfants, ils regardent vers l'avenir, ils ne regardent pas vers le passé. Alors, vous parliez de conflit de loyauté. Ça, je renvoie vers l'interview de Bruno Humbeck, qui est pédopsie, je pense, et qui l'explique bien. Mais lui, il a même développé la théorie d'auto-aliénation. C'est-à-dire que l'enfant va prendre fait et cause pour le parent qu'il considère le plus malheureux, le plus triste. Et donc avec parfois des conséquences de mères qui viennent voir le juge en disant « mais mon enfant veut plus aller chez son père », alors qu'en réalité, il n'y a pas a priori, il n'y a pas de difficulté chez le père. C'est juste que l'enfant, il est tellement pris dans l'émotionnel d'un des deux parents qu'il fait un choix finalement qui lui semble plus cohérent, mais qui ne l'est pas vraiment, pas dans son intérêt. Comment vous, en tant que substitut, vous positionnez par rapport à ce genre de difficultés ? Est-ce que vous vous en rendez compte déjà ? Oui. Mais ça, je suis intimement persuadée que dans la communication, il y a tout ce qui se dit verbalement, et il y a aussi tout ce qui se perçoit non verbalement, et je pense qu'on communique
avec chaque centimètre carré de notre corps, même les gens qu'on rencontre de façon parfois fortuite à une réunion ou dans une salle d'audience. Mais alors imaginez ce qu'est la communication non verbale entre un parent déçu, trompé, triste, malheureux, en colère, parce que tout ça sont des choses qu'on peut vivre dans le cadre d'une séparation, et qui se retrouve à côté de lui avec un tout petit. Parfois c'est un enfant qui n'est même pas encore né, qui doit absorber entre guillemets toutes ces difficultés, ou un jeune enfant qui sent que voilà, on est triste, on est énervé, on est inquiet, on déménage rapidement pour aller dans un endroit qu'on n'a pas vraiment choisi. Donc je crois effectivement que les enfants absorbent entre guillemets plein de choses et peuvent effectivement dans certains cas ne pas s'autoriser à aimer un parent, mais je crois que ça peut aussi être beaucoup plus subtil. Il y a le conflit de loyauté où l'enfant va peut-être être porté à aller vers le plus triste, mais moi j'ai aussi peur des conflits de sécurité où l'enfant peut être porté à aller vers le plus fort. Ce qui veut dire que dans certains cas de maltraitance, de violence physique ou psychologique avérée, vous avez d'un côté, c'est surtout dans le cadre de couples qui ne sont pas encore séparés, vous avez d'un côté un parent, je vais dire agresseur, et de l'autre côté un parent agressé. Et si l'enfant vit au quotidien dans cette ambiance-là, le risque est grand selon moi qu'il choisisse d'aller du côté agresseur, simplement par un réflexe de survie. D'accord. Et donc je pense effectivement que quand ça se passe mal entre les parents, que les parents soient encore ensemble ou déjà séparés, c'est toujours un grand danger pour la santé mentale de l'enfant. Ce qui serait, s'il nous en fallait encore une bonne raison pour rester courtois en toutes circonstances. Mais alors, ma question, c'était, mais comment vous, en tant que substitut, puisque vous êtes amené à donner un avis au juge, celui de la société, donc l'intérêt de l'enfant, est-ce que son intérêt, c'est d'aller une semaine sur deux chez papa et maman, c'est plutôt d'être chez maman vu son âge, etc. Comment est-ce que vous appréhendez ces situations où, vous l'expliquiez un instant, il y a le conflit de sécurité ou un conflit de loyauté? Comment est-ce que vous faites la part des choses? Parce que j'ai l'impression que parfois c'est compliqué à les diagnostiquer, si je peux utiliser un terme médical. Mais écoutez, je pense que si c'était facile, ça se ferait sans moi. Et oui, alors c'est... je dirais par rapport aux balises, le législateur est très clair. Quand il y a une séparation maintenant, la règle, c'est l'hébergement égalitaire. Et donc, un enfant a besoin de ses deux parents. Et donc, il n'y a pas de raison qu'un enfant soit plus chez l'un que chez l'autre. Il faut aussi sortir... je rappelle que les parents peuvent être deux messieurs ou deux mesdames. Aussi. Et il faut sortir un peu de l'hétéronormativité où un enfant, ça veut dire qu'on a un papa, une maman et que tout le monde vit sous le même toit. Et vous avez aussi la coparentalité, des gens qui ont un projet d'enfant sans avoir jamais constitué un couple amoureux dans le sens classique du terme. Et donc on a tout d'abord les balises du législateur qui dit la règle c'est un hébergement égalitaire. Tous les hébergements sont alternés à partir du moment où on va chez l'un ou chez l'autre, mais quand c'est moitié du temps chez papa et moitié du temps, enfin chez un parent et moitié du temps chez l'autre, c'est un égalitaire. Mais par contre, pour un tout petit enfant qui est encore allaité, par exemple, et qui a besoin de s'attacher de façon préférentielle à une personne, dans un premier temps, il vaut mieux qu'il soit beaucoup avec sa maman. Ce qui ne veut pas dire que l'autre parent, que ce soit un père ou une co-mère, doit disparaître, mais ça va être des contacts de quelques heures, sans nuitée, une première prise de contact. Et puis, je dirais qu'il y a un calendrier, entre guillemets, d'évolution qui suit l'âge de l'enfant et son développement. Si tout se passe bien, et c'est quand même, je pense, le plus important pour un enfant, c'est que les choses se fassent dans la continuité, avec de la progressivité et de la confiance entre les deux adultes qui s'occupent de lui de façon préférentielle. Si tout se passe bien, on va passer de quelques heures à plusieurs fois quelques heures. Et puis on va ajouter une nuitée, et puis ça va devenir un week-end, et puis ça va devenir éventuellement un 5-7. Et donc je dirais que, voilà, un tout petit bébé qui sort de la maternité, il vaut mieux qu'il soit... sécurisé au niveau de la permanence, de la présence, des odeurs, puis il y a aussi la nécessité d'un congé de maternité. Je veux dire, on n'est pas encore malheureusement à la période où les papas auront autant de congés que les mamans quand un enfant paraît. Et donc on a d'abord ce premier guide qui est celui de la loi, et ensuite on a toutes les informations qui nous parviennent via les témoignages qu'apportent les parents dans le cadre d'une séparation, via les pièces dont on peut avoir connaissance, via la police,
via les éventuelles condamnations qu'aura un des deux pour des faits d'alcoolisme, de stupéfiants, d'agression physique éventuellement envers des personnes vulnérables. Et on se fait une image à partir de tout ça, et puis on rencontre les gens en audience, on voit comment ils se positionnent, comment ils réagissent aussi à nos suggestions, nos interactions. Et puis je dirais, moi j'ai pas la vérité... Vous n'avez pas de boule de cristal. Non, mais je donne un avis, et cet avis, ce sera un élément parmi d'autres dont le juge tiendra compte pour décider. Est-ce que c'est pas, là c'est une question un petit peu plus personnelle, est-ce que c'est pas compliqué, vous qui avez été juge, qui avez pris des décisions, qui avez tranché, de vous retrouver à nouveau dans une situation où vous donnez un avis, où vous portez la parole de l'État? Est-ce que au début c'était pas un petit peu compliqué, ou finalement... Ah non, j'y reviens avec bonheur. Non, en fait je dirais, moi je vois pas le rôle ministère public, juge ou même par rapport à avocat. J'ai jamais regardé de l'autre côté de l'estrade ou plus loin sur le banc avec envie. Je me dis que le but c'est quoi? Le but c'est que justice soit rendue, et tout le monde peut contribuer à ça. Et quand j'étais juge, eh bien, je trouvais que ça faisait une énorme différence d'avoir un substitut qui avait préparé ses dossiers, qui était impliqué, qui lisait de la doctrine, qui me déposait des jurisprudences, qui prenait des avis tranchés, qui amenait des éléments pertinents, qui savait demander un acquittement au pénal quand il estimait que son dossier tenait pas la route, par rapport à quelqu'un qui venait demander simplement l'application de la loi. Alors ça, je crois heureusement que c'est une espèce en voie de disparition. Et je pense également que pour les juges, enfin pour les conseillers avec lesquels je travaille, avoir un substitut, en tout cas moi je vois, si je prépare pas mes dossiers, je pourrais envisager d'aller à l'audience en écoutant un avocat, puis l'autre en me disant je trouve que celui-là plaidait mieux, donc il a raison, donc voilà, je soutiens cette demande-là. Ça n'aurait aucune plus-value. Tandis que toutes les démarches que je fais avant l'audience aussi, parfois pour trouver de la jurisprudence, en déposant des conclusions, parce qu'au civil je suis parfois partie, donc parfois je dois conclure, prendre un calendrier avec un avocat, prendre langue avec ma consoeur ou mon frère, comme si j'étais au barreau. Eh bien, je pense que si tout le monde fait son job, la justice en s'agrandit. Et l'énorme avantage du ministère public, c'est de un, qu'on peut travailler en équipe, là où le juge est seul face à son dossier, et d'autre part, qu'on a une parole beaucoup plus libre à l'audience, parce qu'on peut se permettre je ne vais pas dire de recadrer, mais en tout cas de donner déjà un premier avis qui peut parfois être tranché et étonné ou interloqué une des parties, là où un juge va devoir rester très neutre et impartial jusqu'au moment où l'affaire est prise en délibéré et où il peut s'exprimer dans son jugement. Et donc cette liberté de parole retrouvée à l'audience, je la savoure tous les jours. Très bien. On va revenir donc à votre rôle. Donc, David, vous avez expliqué il y a un instant que vous alliez chercher de la jurisprudence, vous alliez chercher de la doctrine quand c'était nécessaire. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est et qu'est-ce que ça représente comme travail? Qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord. Alors, quand un juge est saisi d'un problème juridique, d'un différend entre des parties, ça peut aussi être un peu la même logique dans un procès pénal, il doit tenir compte évidemment de la situation des parties, mais il doit appliquer le droit. On a 3 grandes sources de droit. Il y a d'une part la loi, qui est publiée au Moniteur belge, que les gens peuvent trouver en ligne sur le site internet du SPF Justice. Il y a d'autre part tous les commentaires théoriques qui sont faits par rapport aux lois. Ce sont des gens, des professeurs, des avocats qui vont réfléchir à la façon dont la loi peut être appliquée, les problèmes qu'elle résout, les problèmes qu'elle cause éventuellement quand il y a eu des changements de loi, qu'il y a des périodes transitoires, qu'il y a des modifications fondamentales. Donc ça, c'est une deuxième source qui peut inspirer le juge, c'est voir ce que des professionnels en pensent. Et si on est dans le cadre du conflit de la séparation, les professionnels, ça peut aussi être des pédopsychiatres, des psychanalystes, des pédagogues, des psychomotriciens, des gens qui ont un regard particulier sur l'enfance. Et il y a une troisième source qui peut aider le juge à prendre sa décision, c'est la jurisprudence. Alors la jurisprudence, ce sont toutes les décisions qui ont été prises par d'autres juridictions, d'autres tribunaux, d'autres cours en Belgique,
pour appliquer la même loi à des situations comparables. Alors on peut avoir des grands courants de jurisprudence, c'est une source d'inspiration en soi. La jurisprudence n'est pas obligatoire, le juge ne doit pas s'y conformer, mais elle participe à une certaine sécurité juridique, parce que ça veut dire que la plupart des juges confrontés à ce type de situation-là, avec ces règles-là et dans ce contexte-là, ont abouti vers cette solution-là. Et donc, je dirais que ce sont des éléments qui sont chaque fois pris en considération. Alors, il va de soi que la loi, elle peut être modifiée, la doctrine, elle est parfois divisée. Vous avez des tenants, s'il y a un débat, certains courants de doctrine vont aller dans une analyse, d'autres vont soutenir un point de vue opposé. Et de même, dans la jurisprudence, vous avez parfois des jurisprudences dissidentes qui peuvent aussi être porteuses de sens, parce que parfois, c'est parce qu'un juge ou une cour d'appel à bloquer ou poser des questions qu'un jour on a un recours à la Cour constitutionnelle ou un politicien qui porte un projet de loi et que la loi évolue. Vous avez eu, par exemple, je prends comme notre entretien tourne un peu autour des séparations, il y a une époque où en Belgique on favorisait très fort le divorce pour faute. Et donc le but, si on souhaitait se séparer, c'était bien d'entrer dans une logique quelque part de combattant pour prouver que l'autre avait été infidèle, avait été violent, était alcoolique, découchait, et il fallait que l'autre ait tort pour que moi j'ai raison. Alors ça a fonctionné comme ça pendant des décennies, et puis avec l'évolution des mœurs, on s'est dit que c'était quand même dommage d'inciter les gens à se combattre quand ils se séparaient, notamment parce que ce combat, il peut avoir des répercussions aussi pour les enfants. Et c'est comme ça qu'on est arrivé vers une formule de divorce beaucoup plus consensuelle, simplement à constater qu'il y a un désaccord, que les gens ne s'entendent plus, qu'il y a une désunion irrémédiable, et donc on peut aller vers un divorce simplement pour ces causes-là. Donc voilà, parfois la jurisprudence, le législateur a beaucoup évolué dans les matières relatives aux personnes ces dernières décennies. Et donc ma question c'était comment est-ce que vous travaillez, donc est-ce que c'est dans les dossiers les plus problématiques ou systématiquement vous allez consulter la jurisprudence, ou comment est-ce que dans la pratique vous travaillez? Alors dans la pratique, très concrètement, au plus on a d'expérience, au moins on fait de recherche, et heureusement, parce que ça permet d'aller plus vite, de travailler plus vite et de faire plus de travail. C'est la même chose pour les avocats. Oui, je pense que c'est la même chose pour les juges aussi. Mais donc, si votre requête, alors je vais prendre un cas très concret, une requête de divorce arrive sur mon bureau. Je regarde ce qui est demandé, si ça concerne uniquement des questions alimentaires, si ça concerne uniquement... Parfois, alors, c'est simplement... Alimentaire, c'est la contribution alimentaire ou la pension alimentaire. Oui, c'est l'argent. Je renvoie à ma saison 2 pour avoir un petit peu plus d'explications sur ce que c'est. Ou bien ça va être une question... Parfois, les gens se disputent simplement pour le choix de l'école. Ouais. Alors, ça peut être pour des raisons géographiques, ça peut être pour des raisons plus philosophiques. Est-ce qu'on va dans l'enseignement libre, catholique, privé, public, une école... internationale ou ce genre de choses. Je dirais que tout ça, ce sont des choses qu'on tranchera plus sur le bon sens, mais parfois on a des questions de droit international privé, à savoir deux personnes de nationalités différentes ont fondé une famille, et puis à un moment, elles se séparent, ou un des deux souhaite adopter le conjoint, l'enfant du conjoint qui est veuf après le décès d'un premier époux, d'une première épouse. Là, je dirais que ce sont des dossiers beaucoup plus techniques. Je vais faire des recherches presque systématiquement pour voir, petit 1, quel est le droit applicable. Alors, si c'est en droit belge, je suis plutôt en zone de confort, mais à Bruxelles, il y a plein de gens qui se marient, qui divorcent, qui succèdent, qui adoptent sans être belges. Donc, il faut que je vois si j'ai la loi étrangère. Et même si j'ai la loi étrangère, il faut que je vérifie si elle est toujours d'actualité. Oui. Donc là, ce sont des dossiers qui demandent beaucoup plus de démarches. Si c'est une nouvelle loi, je veux aussi avoir beaucoup plus de démarches à faire pour voir quelle est la meilleure solution au niveau juridique. Là, je parle plus du côté fait personnel grave ou inquiétude par rapport au logement, par rapport à des assuétudes ou de l'alcoolisme, quel qu'il soit. Et donc, je dirais que les recherches, elles vont pas être systématiques, heureusement, parce que sinon, je serais en train de faire une thèse de doctorat à l'université et pas en train de traiter le nombre d'audiences et de dossiers que je fais chaque jour. Mais donc, ça va être assez aléatoire. Je dirais qu'au plus on a d'expérience dans une matière, au moins on fait de recherche quand on a des questions courantes. Mais à toutes les audiences peuvent arriver des dossiers très, très techniques, particuliers ou techniques, oui.
Mhm. De façon tout à fait pratique et pragmatique, vous disiez, il faut que je sois au courant, par exemple, si vous avez un couple d'expatriés qui souhaitent divorcer, etc., savoir s'ils peuvent divorcer en Belgique. Pour avoir la loi applicable, vous avez des trucs, vous vous mettez en relation avec l'ambassade du pays en question. Est-ce que vous avez des tables? Comment ça marche? Alors, si je prends l'hypothèse la plus optimiste, les avocats apportent une source récente, et là je suis grandement reconnaissante. Parfois les gens viennent seuls ou c'est plus compliqué, et alors je vous avoue que c'est chaque fois un chemin. Il y a un service législation au SPF Justice, donc on peut essayer par ce biais-là. Ça m'est déjà arrivé aussi de contacter les ambassades, mais souvent c'est une démarche qui est faite par les particuliers. Et alors je suis un magistrat du 21e siècle comme tout le monde, et donc on peut parfois trouver des choses très confortables simplement avec une recherche internet, mais attention, on ne se fie pas à Google. Si jamais vous écoutez ce podcast, il va de soi qu'il faut passer par les sites officiels gouvernementaux des pays étrangers, et là on est parfois confronté à l'obstacle de la langue évidemment, et on ne fait pas non plus confiance à Google Traduction. Oui, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais donc non, c'est effectivement tous ces conflits d'extranéité amènent des difficultés techniques, et là c'est vraiment, je dirais pour moi toujours un défi. C'est peut-être le point de mes matières dans lequel je suis le moins à l'aise, d'être certaine que j'ai les bonnes sources. Oui. C'est le même débat qu'on a entre nous, entre avocats, où on se demande, tiens, est-ce que tu as telle source, tu peux me l'envoyer? C'est compliqué. Et quand on n'a pas accès à un service juridique dans une ambassade, on n'est pas certain de notre source, et c'est compliqué. Donc tout le monde a les mêmes Oui, je n'ai pas de baguette magique. On n'avait pas de baguette magique. Alors, on a fait un petit peu le tour. Moi, j'avais une question qui me tient à cœur, c'est quelle est votre position? Alors, on rappelle que vous vous retrouvez dans une cour où c'est du civil, donc on n'est pas là pour juger quelqu'un qui a commis une infraction. Mais comment vous vous positionnez quand il y a des faits de violence avérés et qu'il y a les enfants au milieu, et que vous avez, par exemple, une maman qui est extrêmement inquiète et qui ne veut pas lâcher, à juste titre, puisque, par exemple, elle s'est fait cogner dessus, il y a une condamnation. Comment est-ce que vous vous positionnez, et comment vous vous positionnez quand on sent qu'il y a un faisceau de choses, mais qu'il n'y a pas de condamnation? C'est deux situations qui, pour la personne, est quasi identique, mais pour vous, elle est différente. Tout à fait. Alors, quand il y a des violences avérées, je dirais qu'il faut voir de quand datent ces violences et envers qui elles ont été exercées. Parce que le fait d'avoir un casier judiciaire ou d'avoir une condamnation, sans que ce soit forcément un bottin de téléphone, ne disqualifie pas un parent à vie. Donc le fait qu'il y ait eu un jour en soi un problème de violence ne veut pas dire qu'il y aura de la violence toujours, tout le temps et envers tout le monde. Je pense que tout le monde peut évoluer, apprendre à se canaliser, se remettre en question. Si j'ai l'impression que les violences, c'est ici, maintenant, envers les enfants et ou l'autre parent, alors là, je dirais qu'on bascule du civil vers le protectionnel. Donc, il y a deux aspects à la justice qui concernent les familles. Il y a d'une part le volet civil, et c'est quand tout va bien, mais simplement on n'arrive pas à trouver un accord, des modalités, un bon fonctionnement sur où est-ce que les enfants vont dormir la nuit du vendredi au samedi, dans quelle école ils vont aller, est-ce qu'ils vont faire plutôt du tennis ou du basket. Ça, je dirais que c'est du civil. Mais si on a vraiment des inquiétudes de maltraitance, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, alors là, on bascule vers le protectionnel. On n'est plus devant un tribunal de la famille, mais devant un tribunal de la jeunesse, qui peut prendre toutes les mesures utiles de protection. Par exemple, en plaçant les enfants, si l'autre parent n'est pas à même d'assurer leur protection, par exemple en faisant une interdiction de contact au parent qui a été violent. Et donc là, je dirais qu'on a des outils.
qui peuvent vraiment instaurer un cadre juridique protecteur autour de la famille. Et comment le basculement se fait Alors, en général, c'est parce qu'il y a une intervention de la police. Donc, si un parent est frappé en présence des enfants, s'il y a une plainte, il y a toujours une copie qui part au parquet jeunesse, qui vérifie la situation. Parfois, c'était une dispute ponctuelle, ça a été spectaculaire, mais ce n'était que des mots. Et revenu à de meilleurs sentiments, la situation se dégonfle toute seule. C'est pas parce que la police est intervenue une fois que ce sera d'office le champ de bataille pour les décennies qui viennent. Mais si la situation est vraiment inquiétante, alors je dirais que l'information passe directement. Si moi je perçois des éléments d'inquiétude à l'audience, une pièce déposée par un avocat, une attestation de la directrice d'école qui dit qu'elle a vu l'enfant terrorisé se cacher dans les toilettes le jour où tel parent devait venir le chercher. Là, je vais avoir moi des éléments d'inquiétude et je vais dénoncer moi-même au parquet, puisque le ministère public est un et indivisible. Donc je fais j'hésite entre le relais de transmission, on va dire la courroie de transmission, entre le civil et le protectionnel. Donc si j'ai l'impression qu'il y a un élément de danger immédiat, j'avise tout de suite les autorités qui peuvent passer par le service d'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse, mettre en place des mesures, éventuellement mettre un dossier à l'instruction, demander un mandat d'arrêt, une interdiction temporaire de résidence. Et donc là, je dirais que c'est tout un autre mécanisme qui se met en place. Par contre, si la personne vient en ayant simplement des inquiétudes au niveau de l'audience civile sans qu'il n'y ait jamais eu d'éléments au pénal avant, là c'est une situation très délicate parce qu'en matière de maltraitance au sein des familles, on sait qu'il y a énormément de choses qui passent sous le radar, à savoir que souvent les gens encaissent, subissent avant d'oser faire la démarche de déposer plainte. Ça peut être pour plein de raisons, ça peut être parce qu'on est sous l'emprise du partenaire violent, ça peut être parce qu'on a honte de se présenter comme victime, ça peut être parce qu'on sait qu'on n'a pas l'indépendance économique et donc qu'on préfère renoncer à sa liberté et son bien-être mental pour garder un toit au-dessus de sa tête et pour le bien-être, on se dit parfois que c'est pour le bien-être des enfants, pour leur sécurité. Là, c'est beaucoup plus diffus et je dirais alors qu'il faut vraiment un travail qui peut difficilement être fait par le substitut à l'audience, mais qui doit être mis en place par les intervenants sociaux, par l'avocat qui est le premier conseil des parties en disant mais écoutez, là si vraiment vous avez des éléments d'inquiétude, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de... parfois le premier pas c'est simplement de chercher une aide psychologique pour s'autoriser à se dire que non, ce qu'on vit n'est pas normal et qu'on devrait... alors pour certains c'est déposer plainte, pour d'autres c'est simplement partir ou avoir une discussion franche avec son partenaire ou sa partenaire en disant je ne peux plus accepter ce qui se passe entre nous maintenant et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne se passe plus, ou que ça se passe autrement quand on a un conflit. Et donc là, je dirais que c'est quelque chose qui est beaucoup plus... mais je crois qu'on sort du volet judiciaire et que c'est un cheminement personnel à faire, en tout cas au niveau du parquet. Tant qu'il n'y a pas eu d'intervention de la police, je n'ai pas de caméra dans tous les foyers. Heureusement, on n'est pas encore dans le Big Brother. Et donc, on doit travailler avec ce qu'apportent les personnes. Oui. Et donc, le conseil à donner à ces personnes, c'est de vraiment de sortir de leur coquille et de s'entourer pour avoir un dossier le plus complet possible quand ils arrivent à l'audience, oui, tout à pour fait. que le juge puisse avoir une vision globale de la situation. Oui, tout à fait. Et je dirais que parfois, il y a des interventions policières qui ne débouchent pas sur des plaintes, et ça, c'est aussi très éclairant. Oui. Quand une personne, à un moment, appelle au secours, mais que quand les services de secours interviennent et disent non, finalement tout va bien, ou bien les policiers arrivent et constatent que non, ça va pas bien du tout parce qu'il y a des meubles cassés, les voisins sont tous à la fenêtre, le chien hurle à la mort, les gamins sont en pleurs, ils actent tout ça et puis la personne refuse d'être entendue comme victime, ça peut être quelque chose de très éclairant. Aussi, le fait d'avoir été consulté des centres en matière de prévention du suicide, des centres de santé mentale, tout ça sont des choses qui, même si la personne n'a pas fait la démarche d'aller vers la police, qui peuvent être à un moment déposées et qui peuvent objectiver en tout cas un mal-être.
Pas forcément une infraction qui va déboucher sur une enquête, un procès, une condamnation, mais ça peut objectiver une situation. Oui, des difficultés au sein d'une famille qui peuvent être des éléments d'inquiétude pour le parquet, pour le juge, pour le tribunal, pour la cour. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu nous dire sur ce métier qu'on n'aurait pas abordé ? Moi, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. On a bien... Non, par rapport au métier... je dirais engagez-vous, voilà, s'il y a parce que dans la justice, on est quand même en sous-effectif, et souvent quand on entend parler des magistrats, c'est pour se plaindre de l'arriéré, des difficultés de travail, de la charge, du manque de flexibilité qu'a la profession. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un tellement beau métier que voilà, si ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc voilà, si jamais vous êtes au barreau ou étudiant en droit et que vous vous posez des questions, essayez de rencontrer des magistrats. Venez aux journées de la magistrature, il y a quand même des choses très très belles à faire pendant toute une carrière là où je suis. Voilà, bonne route à vous. Merci Sonia. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.